d'abord, c'est quoi des sports de grandes amplitudes? C'est tous les sports où tu vas utiliser ta hanche. Il y a beaucoup d'amplitudes que tu peux utiliser parce que, à la différence du genou, tu n'as pas que flexion-extension. Tu as un peu plus de mobilité. Donc le lien à cette micro-instabilité, elle est définitivement reliée à ces amplitudes extrêmes. À partir du moment où tu ne vas pas chercher les grandes amplitudes, logiquement, tu vas pas avoir de douleur. Après, ça dépend de l'importance de la douleur du patient parce que plus il va avoir mal, et après, c'est là où on va commencer à avoir des lésions aussi du labrum, des choses qui vont se former, plus il va avoir mal, plus il va être limité dans ses amplitudes. Parce que si on fait un parallèle avec l'anatomie, quand on parle d'instabilité, c'est toujours en relation avec des anomalies morphologiques. On a cette impression, vous l'avez décrit, mais on a l'impression qu'il y a aussi un problème qui est tissulaire, en fait, qui est plus de votre labrum, ce qui se rapprocherait peut-être des lésions de l'instabilité de l'épaule. Alors avec les lésions de Banca. C'est en fait très complexe parce que tu as raison, mais on a décrit le FIR index, par exemple, maintenant, qui est le ratio entre l'inclinaison du cotyle et le cartilage de croissance de la tête. En fonction de comment ta tête a poussé et comment est orienté ton cotyle, tu peux avoir des hanches instables, rien que parce que c'est vraiment très bien démontré. Donc, c'est vraiment le fémur et le cotyle, avec leur orientation propre, leur inclinaison propre, qui vont au niveau osseux. Et je pense qu'on a encore beaucoup à comprendre. Et puis, bien sûr, et c'est là où la hanche, contrairement au genou, c'est très musclé. Et les muscles jouent c'est passionnant d'écouter vraiment les kinés, les réathlétiseurs, je ne sais pas si on appelle ça, parler de ça, parce que je pense que c'est hyper important sur la hanche. Oui, excuse-moi, pour vraiment compléter l'aspect vraiment shear, et c'était ce qui avait été expliqué aussi par Gilles, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire chez les enfants aujourd'hui dans le monde du sport, ce sont des gamins qui vont se réfugier dans la vitesse d'inertie, la vitesse du geste, avec un freinage qui va être surutilisé dans les structures passives. Donc des fois tu vas avoir des footeux par exemple, des footeux ou des sports d'appui pivot qui vont venir surutiliser les hanches sur des contrôles d'appui, de changement de direction, alors qu'ils n'en ont pas la capacité musculaire, donc ils vont se réfugier dans leur structure passive, vont s'appuyer dedans et finir par développer cette micro-instabilité, même s'ils n'ont pas spécialement prédisposé. Mais l'aspect technique et le développement de la motricité a vraiment son rôle à jouer dès le plus jeune âge. Ouais. Est-ce que cette instabilité tissulaire est constitutionnelle ou est-ce qu'elle peut être acquise par la pratique d'un sport avec des mauvaises habitudes, mauvaises amplitudes, etc. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois le crossfit se développer, le crossfit peut être un atout hyper intéressant chez les enfants, quand c'est bien managé, les apprendre à se plier, les apprendre à gérer un dos, à gérer leurs hanches surtout, car la surutilisation du dos dans les mouvements de flexion, souvent c'est un mauvais engagement, comme j'ai essayé de l'expliquer, du bassin dans le plan sagittal, et notamment l'engagement dans l'axe postérieur. Et si tu ne sais pas faire ça, tu surutilises les genoux, tu surutilises ton dos, au détriment normalement d'une hanche qui doit être suspensive, cette capacité d'amorti qui doit s'effectuer dans cette articulation-là, elle est développée pour ça. Mais on se bat, encore une fois, sur 24 heures. C'est-à-dire que là, ça fait déjà 2 heures, 1h30, 2 heures qu'on est tous assis. Il n'y en a aucun là qui a fait une bonne activation fessier. Donc je propose qu'on fasse tous des squats juste après. Voilà. Et pour compléter la suite plus ce que dit Thomas, c'est vrai que cette partie technique elle est importante et dans toute carrière sportive, il va falloir à un moment donné se positionner avec un apprentissage des exercices et surtout des recrutements musculaires à différentes amplitudes, parce que comme on progresse sur une qualité technique, il faut savoir aussi que l'articulation elle va être développée sur l'ensemble du panel d'amplitude du mouvement. Et si on veut être performant à certains degrés de rotation ou à certains engagements d'extension, il faut travailler le muscle à cette angulation-là. Et trop souvent, on reste en fait dans une restriction, et cette restriction crée des compensations, et à la suite de ça, après, on crée des pathologies. Donc il faut vraiment aller chercher à être fort en fait sur toutes les angulations qu'on va devoir ensuite créer dans l'activité. Donc la prévention, c'est l'élément clé. Tu vois ce que je disais sur le coup de pied de taekwondo là, à cet âge-là, avec ses capacités actuelles, athlétiques, et donc c'est toute la prévention, justement, tout le contrôle neuromusculaire, tout le renforcement musculaire qu'elle fait avec ses entraînements et avec le geste technique qui va être pratiqué, c'est comment elle va vieillir. C'est peut-être là qu'on va avoir apparaître justement des signes de micro-instabilité avec des douleurs qui vont apparaître,
chez quelqu'un qui avait en fait aucun problème tant qu'elle était musclée, mais on retrouve à peu près la même chose avec le confidange, mine de rien. C'est-à-dire que tant tu as une bonne musculature, un bon contrôle du geste technique, et ben en fait ça va très bien. Et dès que on vieillit en âge, on a un peu moins de temps de s'entraîner, etc., on va avoir des choses apparaître, des douleurs, alors qu'en fait le conflit de hanche, ça se développe à l'adolescence, donc la plupart des gens ils ont ça à 15 ans. Et c'est probablement un peu la même chose avec les micro-instabilités, sur des gens qui ont des petites formes, voilà, qui ont des petites formes de dysplasie. Donc ça donne un avantage technique, hein. En gymnastique on en voit plein qui ont un avantage technique, qui sont capables de faire des grands écarts de malade, mais par rapport à leur forme de hanche et par rapport à la qualité tissulaire, mais derrière, il y a un gros contrôle neuromusculaire avec une grosse musculature qui fait que ça tient. Et en vieillissant, c'est peut-être là qu'on va parler des choses. Les sports comme la gymnastique, la danse classique, c'est vraiment des sports où il faut que ce soit des hanches instables. En fait, ils n'ont pas le choix, sinon ils ne vont jamais chercher le grand écart. On l'a vu, il y a une étude genevoise. Mais ça me gêne un peu ce terme d'instable. C'est pas de l'instabilité, c'est de l'hypermobilité. Pourquoi utiliser ce terme de micro-instabilité ? Moi, ce que je pense, c'est que pour faire un grand écart, il faut quand même à un moment décoapter l'articulation. C'est quand même congruent une hanche. Et si on fait des radios de gens en grand écart facial, ça a déjà été fait. C'est pas pour autant qu'ils sont instables. Il y a des subluxations. Alors, ils sont laxes. Très intéressant. Effectivement, tu as raison. Donc, juste pour finir sur cette étude genevoise où on a vu des danseuses de ballet en grand écart dans une IRM, et on voit que la hanche, elle est décoaptée. Ah bah oui. Donc c'est de l'hypermobilité. L'instabilité, c'est quand ta hanche, au lieu d'être congruente, c'est-à-dire d'avoir un mouvement concentrique total, elle, sur certains mouvements, elle va avoir un petit mouvement excentrique. C'est ça l'instabilité en fait. Alors, entre hypermobilité et instabilité, tu as raison, l'objectif de ces danseuses, c'est d'être suffisamment musclées pour être hypermobile sans être instable. Voilà. Tu vois, là, quand on parle de micro-instabilité, on parle de douleur. Donc je te l'accorde, là, on a un peu... Douleur. Donc tu as la laxité, en effet, on parlait d'hyperlaxité. C'est pas forcément, d'ailleurs, on n'a pas forcément dit qu'elles étaient instables, tu vois, quand elles font leurs gestes. Elles ont des signes d'instabilité radiologique, tu vas dire, parce que tu as la dysplasie, mais elles sont en effet plutôt hyperlaxes avec une hypermobilité articulaire. La micro-instabilité, elle apparaît quand il y a la douleur. En effet, est-ce qu'elles sont des on va prendre un autre cas, est-ce que les hyperlaxes, en vieillissant, en perdant le contrôle moteur, vont développer une micro-instabilité avec des douleurs? Pour rebondir sur l'aspect préventif, même dans des très très grandes amplitudes, c'est la stabilité active qui prime, c'est la force musculaire qui va être générée à ces amplitudes-là. Et plus on va avoir de la force musculaire générée à ces amplitudes, plus on va protéger les structures passives. Donc même à des très très grandes amplitudes, si l'athlète est entraîné et a une activation suffisamment forte, il va être capable de protéger ses structures passives. Donc la meilleure prévention, mine de rien, ça reste quand même le développement de la force à ces angulations-là, à ces angulations extrêmes. Mais ça nécessite à un moment donné un travail bien spécifique. Un peu comme dans une épaule finalement alors. Comme dans toutes les articulations, ouais. Est-ce que cette micro-instabilité, elle est arthrogène ? Et est-ce qu'on peut agir là-dessus avec la kinésithérapie en prévention ? Et également, est-ce que la chirurgie de ces instabilités est arthrogène ou pas ? On a 12 ans de recul en fait sur la micro-instabilité avec beaucoup d'études qui sortent maintenant. J'ai pas dit sur les 107 études, c'est 3/4 c'est de la chirurgie, notamment après arthroscopie. La moitié, c'est des commentaires sur les autres études. En fait, il n'y a pas beaucoup d'études, donc pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul, je pense. Alors, on n'a pas la réponse pour l'arthroscopie, effectivement, comme dit Gilles. Par contre, sur les ostéotomies périacétabulaires, sur les dysplasies, on sait que la dysplasie, ça crée de l'arthrose, et on sait que la PAO, les ostéotomies, protègent de l'arthrose, un peu comme le varus tibial. Oui, il y a beaucoup de papiers qui confirment, effectivement. Et puis, sur l'arthroscopie, on n'a pas le recul. Ce qu'il faut se méfier quand on fait des corrections avec ostéotomie périacétabulaire, c'est de créer un conflit secondaire, puisqu'on vient apporter de la masse osseuse là où il n'y en avait pas, et une amplitude qui n'était pas sujette à un conflit initialement peut le devenir secondairement. Il faut savoir le reconnaître, et ça arrive souvent, même dans 10 à 15% des cas, de faire une arthroscopie secondairement à cette ostéotomie pour aller lever un conflit secondaire, qui peut être à nouveau arthrogène. Voilà. Mais on arrive quand même à des très bons taux de survie au niveau de l'articulation. Et surtout, c'est toujours pareil, plus les patients sont jeunes, moins la hanche est abîmée, meilleurs sont les résultats cliniques et aussi sur le long terme. Pour les résultats en rééducation, tout va dépendre de l'exigence que tu vas en avoir dans tes activités. Si tu arrives à avoir un contrôle moteur suffisant, qui va avoir, en termes d'adaptation, qui va même dépasser les besoins de ton activité, tu auras certainement de très grandes chances de réussir à empêcher une évolution clinique limitante. Si le rebond articulaire va faire partie intégrante de ta pratique, il y a un moment, tu auras beau mettre le meilleur contrôle moteur possible.
Ce rebond articulaire, s'il n'est pas suffisamment stable, tu ne pourras pas t'appuyer dedans. Donc là, on pense, si je repense encore une fois au développement des sports de force, quand on charge une barre sur le dos, qu'on vient rebondir sur les genoux et dans les articulations pour relancer les gestes, si ton instabilité est là, tu la surcharges systématiquement, donc la clinique devient limitante. Et donc ça va se réfléchir, tu disais pole dance, tout ça, effectivement, il faudra aller chercher au-delà des capacités de la personne dans sa propre activité sur le développement du contrôle moteur et ensuite développement des qualités de force. Le diagnostic, il est clinique, puis radiologique, puis vous faites un traitement de kiné, de réathlétisation, c'est ça? Et c'est à partir de quel moment où ça devient chirurgical? Quand le patient en a marre de faire de la kiné, non? Bah non, parce qu'ils vont les soigner. Non, mais quand il a toujours mal, il a marre de faire de la kiné, qui va pas mieux. Une personne jugée athlétique, on va dire une à deux activités par semaine régulières, et que tu n'as pas d'amélioration au bout de 2 mois et demi, ou 3 mois, à la rigueur, faut pas s'acharner jusqu'à 6 mois. Hein. Moi, si la clinique est systématiquement limitante et qu'elle te fait prendre un recul et qu'à chaque séance, la personne revient et tu n'as pas de rétention sur ton travail, le travail que tu mets en place, il y a un moment, on ne va pas pouvoir faire de miracle. En tout cas, c'est ce que je leur explique. Et la chirurgie n'est indiquée que sur des éléments tangibles anatomiques. C'est-à-dire, vous n'opérez pas une hanche douloureuse sans trop savoir ce qu'il y a. Il y a effectivement, parce que la chirurgie, il y a l'arthroscopie et puis il y a l'ostéotomie, et on en parle régulièrement avec Guillaume, c'est faire une arthroscopie pour une hanche purement dysplasiémique, sans rien d'autre. On va plutôt préférer faire un geste osseux. Ouais, on va faire l'arthroscopie s'il y a un labrum déchiré avec et s'il y a une cam qu'on va pouvoir. On commence par corriger et la lésion du labrum et le conflit associé, et on se dit, et on stabilise. Donc en fait, on va traiter un peu les deux, et on se dit, s'il va bien, on en reste là. S'il va pas bien, on passe au geste osseux plus lourd. Très bien. C'est très très clair alors, cette micro-instabilité dans les amplitudes extrêmes. Tu vois, sur la... On a tout bien compris, je crois. Non, c'est compliqué. Merci beaucoup de Juste sur la chirurgie, rendu la vie claire.